j'appelle Hervé Lefebvre. Donc, qui a fait du gyro à fibre toute sa vie. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, tu as commencé chez Thomson Thales, au laboratoire central. Oui. Ouais. 77. 80 77. 77, ouais. Après, tu as, comme Thales, Thomson ne s'intéressait pas trop à la question À l'époque. tu es parti chez Photonetics avec Hervé Arditi. Et donc, tu as suivi les évolutions de la société. Tu continues à faire des gyros à fibre. On a fait un peu d'instrumentation télécom à fibre dans les années 80. C'est vrai, ouais, c'est qui a valu le succès à Photonetics. Je dois dire aussi que tu as toujours œuvré pour la communauté, puisque tu as été président de la SFO, président de la Société européenne. Voilà. Donc, allez. On se sert de ça. Je ne sais pas comment ça marche, tu vas bien trouver. C'est ça. Donc, ça pourrait bien marcher. Sinon, tu demandes à Yvan de passer. Bien, bah, c'est bon, le micro marche? Oui. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le gyrofibre, bon, déjà, c'est une technologie qui maintenant commence à être établie. Bon, je me sens toujours jeune, j'ai l'impression que c'est toujours nouveau, mais dans l'œil de pas mal de gens, c'est une technologie établie. Donc, dans cette session innovation, c'est plutôt pour montrer qu'une innovation d'il y a plutôt une vingtaine d'années peut donner des produits vraiment intéressants. Et puis, bon, j'ai une certaine fascination sur la perfection possible qu'on peut avoir sur un système. Et cette fascination, je voudrais essayer de vous la faire partager, même si en 30 minutes, oui, je vais essayer de tenir. Alors, dans l'autre sens. Donc, à quoi sert un gyro? Donc, celle-là, elle est assez rapide. Ça a l'air encore bien marché. On peut demander à Yvan de passer les... Ah, voilà. Déjà, une précision de vocabulaire. Gyroscope, gyromètre, de temps en temps, on utilise l'un ou l'autre. En fait, gyroscope, c'est le nom d'origine au milieu du XVIIIe siècle avec le gyroscope mécanique de Foucault. Donc, c'est une toupie qui garde toujours la même direction. Donc, si on est dans sa boîte noire, dans l'espace inertiel, et on la met dans une suspension à la cardan, si on tourne, bah, la toupie ne tourne pas donc par rapport à l'espace, donc on la voit tourner en sens inverse. Donc, on voit la rotation, et en fait, on mesure l'angle de rotation. Un gyromètre, on mesure, et dans ces cas-là, on mesure la vitesse. Et à ce moment-là, on voit rien vraiment. Et quand même, les anglo-saxons n'utilisent jamais gyrometer, c'est que gyroscope. Ils parlent donc de rate gyroscope, rate étant le taux, hein, c'est rotation rate et pas rotation speed. Et donc, une solution simple que je préconise, c'est de parler de gyro, tout court. Donc déjà, le gyroscope, gyromètre, donc mesure la rotation par rapport à l'espace inertiel, c'est l'univers stable, les étoiles. Et il faut aussi 3 accéléromètres qui, eux, vont mesurer l'accélération, mais aussi la gravité. Et je dirais même surtout la gravité. Parce que, on sait bien, nous, on se bouge, mais quand même, l'accélération de la pesanteur est bien plus grande que les autres accélérations auxquelles on est soumis. Il n'y a aucune façon de faire cette différence, bien sûr. Le NERA a envoyé un satellite pour essayer de mesurer 10-14 entre les deux, je crois, quelque chose comme ça. Donc, avec 3 gyros, 3 accéléros, parce qu'on est dans un espace à 3 dimensions, on fait une unité de mesure inertielle, hein, IMU, Inertial Measurement Unit, qui est cet ensemble. Et à partir de cet IMU, en rajoutant du calcul, on va avoir des fonctions, et ces fonctions, donc, la première, avec les gyros, quelques degrés par heure, c'est latitude, donc en fait, c'est la verticale, ou l'horizontale, hein, dans les horizons artificiels des avions. Et ça, en fait, on va mesurer la direction du vecteur gravité, et on y arrive même en bougeant, parce que justement, l'accélération de la pesanteur est beaucoup plus importante que les autres accélérations. Bon, il faut aussi des gyros pour corriger des accélérations centripètes, centrifuges. Et avec ça, ces gyros-là, donc, c'est ça. Il faut des gyros de classe tactique, degrés par heure. Voilà.
Donc une deuxième fonction avec des gyros plus performants, c'est le gyrocompas. Donc le compas magnétique, vous avez l'habitude, mais c'est le champ magnétique qui n'est pas très précis, qui peut être dévié par des objets métalliques. Donc là, c'est vraiment, en gyrocompas, c'est l'axe de la rotation de la Terre, et un peu comme on avait cherché le vecteur G, là on va chercher le vecteur de la rotation terrestre, ce vecteur ayant un module de 15 degrés par heure. Donc un petit calcul simple avec le dessin là-bas, pour trouver la direction d'un vecteur, si vous avez 1% d'erreur sur son module en transverse, vous allez avoir le centième de radian. Et c'est à partir du demi-degré, centième de radian, demi-degré, que ça devient intéressant. Donc pour ça, il faut des gyros qui aient des qualités de zéro de biais, on parle dans le jargon de biais pour le zéro, qui est à peu près au moins le centième des 15 degrés par heure, donc 0,15, et meilleur est votre gyro, meilleur sera votre gyrocompas. Quand on associe attitude et heading, le cap, donc avec ce gyrocompas, c'est un système AHRS, combinant les deux, en sachant qu'il y a pas mal de systèmes où le heading est fait par un gyro magnétique, simplement quand on veut des systèmes plus simples et moins performants. En améliorant les performances, on passe à la troisième application, qui est la navigation inertielle. À partir des mesures de rotation et des mesures d'accélération, par intégration au sens mathématique, on va pouvoir retrouver la trajectoire. Alors tout ça est quand même beaucoup de maths derrière, mais pour essayer de faire simple, ce qu'il y a de plus difficile, c'est le mouvement on est sur la Terre qui tourne, donc on va suivre, en fait, notre système va donner notre mouvement sur la Terre. Et on tourne en 24 heures, 40 000 km à l'équateur, ça fait 1700 km/h. À notre latitude de 49 degrés, on est à 1100 km/h. Et pour se retrouver, les normes sont données en nautique ou en mille marins ou en nautical mile. Et je rappelle qu'on ne dit pas en français les milles nautiques, on dit soit nautique tout court, soit mille marins. Et donc, c'est une minute d'arc terrestre, donc c'est 1852 mètres. Donc, si on a des gyros qui font mieux que attendez. Oui, c'est ça. Pour la classe inertielle, c'est mieux que le centième de degré par heure, donc mieux que le millième de la rotation terrestre. On va se tromper d'un millième des 1000 km/h, enfin, des 1700 km/h à laquelle on se déplace, c'est-à-dire à peu près un nautique au bout d'une heure. Alors, c'est beaucoup un nautique, mais quand on est au milieu de l'océan, c'est déjà pas mal. Et je reviendrai après là-dessus par rapport au GPS et ce genre de choses. Et meilleurs sont les gyros, meilleurs, si on a le millième, à ce moment-là, ce sera le nautique par jour pour 10 heures, enfin le demi-millième par jour, et ainsi de suite. Et là, on en est à 15 jours. Voilà, c'était ce que vous aviez là. Donc au départ, en système mécanique, c'était des systèmes à plateforme. Les gyros stabilisaient la plateforme pour qu'elle soit toujours à rotation nulle. Et maintenant, avec déjà les gyrolasers dont je vais parler et les gyrofibres, on se retrouve avec des systèmes à composants liés où il n'y a pas toute la mécanique de la plateforme avec ses problèmes de fiabilité en particulier. Il y a bien sûr les GNSS, qui est le terme générique maintenant pour le GPS américain et les autres GPS européens, chinois et russes. C'est bien meilleur parce qu'un GPS, c'est de la radiogoniométrie extrêmement sophistiquée. Et à chaque fois qu'on fait une position, on recommence la mesure de cette position, alors qu'en inertiel, on intègre les valeurs de vitesse, toute erreur du passé s'accumule. Mais en fait, les deux sont très complémentaires. Parce que l'inertiel, c'est plutôt un cône d'incertitude et le GPS, une sphère d'incertitude. Et quand on combine les deux avec ce qu'on appelle la fusion de données, on peut avoir des systèmes très performants, mais aussi en inertiel, il y a des tas d'applications qui demandent l'autonomie. Le GPS est, comme on sait, facilement embrouillable et ne marche pas sous l'eau, ni dans les tunnels, bien sûr. Dans les villes avec des grands immeubles, ça peut poser des problèmes. Donc, il y a un intérêt pour les deux. Voilà.
L'effet Sagnac, alors là, je vais peut-être passer, je voulais vous les mettre, parce que l'effet Sagnac, dont tout le monde commence à avoir entendu parler depuis ces 30-40 ans de Giraud, est considéré comme relativiste. Je vais simplement rappeler que, en fait, donc c'est dans un interféromètre, on fait tourner, et quand on tourne à vitesse uniforme, il y a une différence de temps de propagation qui, comme c'est un interféromètre, se traduit par un déphasage dans l'interféromètre qui est proportionnel à l'air englobé par le passage et la vitesse de rotation. Et ça, pour Sagnac, alors, l'expérience originelle, c'était un seul tour, et puis on regardait des franges, ou on faisait des photos de franges, et on détectait lambda sur 10. Là, on va voir que c'est une recirculation dans le gyrolaser ou le gyrofibre qui peut monter jusqu'à 10 000 tours, donc on gagne 4 ordres de grandeur, mais en fait, on en a gagné 9 sur le traitement du signal. Alors, maintenant, on est capable de faire lambda sur 10 puissance 10 comme mesure. Donc, il y a plus sur le traitement du signal que simplement la recirculation. Donc ça, c'était le titre de Sagnac. C'était clairement, il mettait en doute la relativité. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais il y avait quand même une tradition à l'époque que la relativité est une science allemande, donc ça ne donnait pas très confiance. Et en fait, et Lao, Max von Lao, qui est le labo Lao-Langevin à Grenoble, prix Nobel en 1913, en fait, avait publié en 1911 un article, 3 pages, et si je vous en parle, c'est que je n'ai découvert cet article qu'il y a 10 ans, alors que ça fait 40 ans que je suis sur le sujet, et qui dit clairement que cette expérience ne permet pas de déterminer si c'est la relativité ou l'éther qui est vrai. Donc, je voulais quand même vous faire participer à ça. Ça, c'est ce qu'il écrit. Hein, donc, cette expérience ne permet pas... J'ai mis l'allemand pour ceux qui parlent allemand. Bon, c'est assez amusant, hein, c'est une lettre d'une page et demie, très claire, sans problème. 1911. Alors, là où les choses... Donc ça, c'est l'explication. Et pourquoi on ne fait pas la différence, c'est en fait l'explication, on est dans le référentiel fixe. C'est le système en rente, ça bouge pas, ça met le même temps dans les deux sens. Si ça tourne, bah, ça rentre dans le sens de la rotation, ça fait un peu plus d'un tour. Dans le sens opposé, un peu moins. Et on mesure cette différence. Et ça, c'est l'analyse, elle est faite dans le référentiel fixe. Donc c'est C avec l'éther lumineux ou avec la relativité. Donc on ne peut pas faire la différence. Et de toute façon, les effets relativistes sont des effets du second ordre. Alors là, Sagnac était du premier. Donc, ce n'est pas vraiment un effet relativiste, et c'est dans la matière, voilà, donc, qui est le cas du gyrofibre, bien sûr, avec la fibre optique. On pourrait penser que comme la lumière va moins vite, le système aura tourné n fois plus loin, n étant l'indice, puis cette différence, elle pourrait être parcourue n fois plus lentement, donc on pourrait penser que ça dépend de n2. Et en fait, c'est toujours observé dans le référentiel fixe, et il y a le fameux entraînement de Fresnel-Fizeau par la matière, même si c'est pas un liquide, là c'est la fibre qui tourne. Et cet entraînement, on montre que ça compense complètement, et que c'est indépendant. Ce qui est assez fascinant, hein. On se promène dans la fibre, et l'effet est complètement indépendant du milieu matériel, et des conditions de guidage. Et l'effet d'entraînement de Fresnel-Fizeau, qu'on m'avait appris à l'école, mais on m'avait pas dit que c'était relativiste. Et toujours le même Max von Lao, je ne sais pas si je l'ai remis ou si j'ai... Oui, c'est ça. En 1907, relativité restreinte 1905, Max von Lao 1907 écrit une lettre pareille, 3 pages, expliquant au fait l'entraînement de Fresnel-Fizeau qui n'avait pas d'explication, bah, c'est la loi d'addition des vitesses en relativité. Si vous êtes assez sur n dans le milieu, avec le milieu qui se déplace à une vitesse, dans le référentiel du laboratoire, la vitesse n'est pas C sur n plus la vitesse. Parce que quand vous allez vous rapprocher de C, on ne peut pas dépasser C, comme on sait. Et, bon, et d'ailleurs, dans la formule, là-haut, même pour Fresnel, si n égale 1, la vitesse, on n'a pas d'effet d'entraînement. Alors, gyrolaser et gyrofibre. Donc, les deux, comme j'ai déjà dit, c'est recirculation, c'est à peu près les mêmes sortes de grandeur. Oui, il faut que je reste là. J'ai un fil à la patte.
Quand même, dans les intérêts du gyrofibre, c'est plus facilement réglable au niveau taille. De bobine, bon, c'est un peu les extrêmes, 100 mètres sur 3 cm, donc ce serait 1 mètre carré d'air équivalente, jusqu'à 10 km sur 40 cm, bon, ça peut être encore plus, mais disons 1000 mètres carrés. Gyrolaser, c'est un peu limité. On verra que ce n'est qu'hélium-néon, pour une bonne raison. Et si c'est trop court, ben, il n'y a pas assez de gain. Et si c'est trop long, si c'est trop grand, à ce moment-là, avec la courbe de gain de l'hélium-néon, enfin du néon d'1 GHz, ça devient difficile d'avoir un laser monomode, longitudinal. Donc ça, c'est assez bien connu. Donc signal en fréquence, donc ça a été un gros progrès par rapport au gyromécanique. Bon, c'était considéré au début du gyrofibre comme le but à atteindre. Et l'intérêt du gyrofibre était l'état solide des composants semi-conducteurs et de la silice. C'est complètement dominant en navigation aéronautique. Bon, le gyrolaser reste. Alors, le gyrofibre a conquis une bonne part de marché. C'est plutôt 50% du marché de l'inertiel. Et en fait, il y a un très, très gros fabricant, Newell, qui a 75% de ce marché. Donc, avec un produit classe tactique, degrés par heure, 1 million de gyros quand même. 350 000 IMU, ça commence à faire beaucoup. Et un produit de classe inertielle, qui est sur tous les Airbus et tous les Boeing, peut-être pas la 350, où Thales a réussi à sortir Honeywell. Donc ça, c'est le gyrolaser qui était bien installé. En fait, il a un petit problème quand même. Et le gyrofibre, donc là, c'était 63, donc première démonstration 76. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma thèse sur le sujet en 77. Et la grande idée était composants solid state et on a énormément profité des télécoms à fibre. Comme vous le verrez, à la fin, on a des sources à spectre large avec les fibres erbium des amplis télécoms. Donc il y avait des tas d'avantages. Au début, c'était quand même très moyenne performance. Je me souviens même, jeunes chercheurs, des spécialistes de gyrolaser disaient un peu, allez jouer aux billes avec votre gyrofibre. Et finalement, ça s'avère meilleur. Alors, pas pour les applications comme l'aéronautique, où c'est aussi bon, c'est quand même très difficile de déplacer Honeywell qui est bien installé. Mais sur les applications navales, parce qu'en fait, on est à 1100 km/h, donc si vous êtes dans un avion qui va à 900 dans un sens ou 900 dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut à peu près les mêmes performances sur quelque chose qui ne bouge pas que sur un avion. Mais la mission d'un bateau, un avion, ça vole 10 heures, quoi. Un bateau, ça peut être plus long. Et oui, quand même, les ordres de grandeur. Donc, le gros fabricant. Voilà. Donc là, le gros fabricant, c'est Northrop Grumman. Donc, Honeywell avait 50%. Enfin, le gyro laser, c'est 50%. Le gyrofibre, c'est plutôt un tiers. Et Northrop Grumman, lui, a la moitié de ses 33%. Et là, son système, alors pareil, c'est la classe tactique, 0,5 degrés par heure, là où il y a le plus gros du marché. Et donc, c'est 10 fois moins, mais ça commence à être pas mal pour Northrop Grumman. C'est 35 000 exemplaires. Et donc, à 3 axes par système, c'est 100 000 gyrofibres. Le total des fabricants, avec la plupart toujours en tactique, donc degrés par heure, on doit approcher le demi-million d'axes en gyrofibre. Donc ça commence à être tout à fait significatif comme application. Alors la LAN, variance ou déviation, je vais peut-être passer vite parce que c'est la façon de tester tous les gyros qui s'est un peu normalisée. Donc c'est une variance, la variance c'est la moyenne d'un carré, et on utilise plutôt la déviation qui est la racine carrée de la variance, un peu comme dans les statistiques habituelles, on parle de déviation standard. Donc un gyromètre, ce qu'on mesure, c'est la vitesse, et sur une mesure, il y a toujours un bruit blanc. Donc on a un bruit blanc en vitesse.
Donc on l'exprime de la même façon que vous pourriez avoir sur un voltmètre des millivolts ou des microvolts par racine de Hertz ou des microvolts carrés par Hertz pour la densité spectrale de bruit. Ce seront des degrés par heure par racine de Hertz. L'habitude dans le domaine inertiel est de parler de marche aléatoire ou d'angular random walk, une marche aléatoire en angle qui est donnée en degrés par racine d'heure. Et en fait, des degrés par racine d'heure ou des degrés par heure par racine de Hertz, c'est la même dimension au niveau des unités. Et c'est aussi parce que... Voilà. Donc ça, c'est la vitesse, on a ça. Et pour avoir l'angle, on intègre mathématiquement. Et quand on a un bruit blanc, ça donne une marche au hasard. Et le truc auquel j'ai jamais pensé, c'est exactement la même chose avec le bruit photonique. Le bruit photonique est un bruit blanc en mesure de puissance optique, mais en comptage de photons, enfin, hors la pente moyenne, c'est une marche au hasard. Vous êtes à 10 puissance 14 photons par seconde. L'incertitude, plus vous comptez, plus vous avez une incertitude en nombre, mais en relatif, vous diminuez. Donc, vous améliorez en moyennant votre signal sur la vitesse, mais en revanche, il y a quand même une marche aléatoire sur le... Et ça, c'était dans le papier originel d'Alan des années 60. Donc, M. Alan avait fait ça pour donner une norme sur la stabilité des oscillateurs, horloges atomiques et ce genre de choses. Voilà, bon, là, je passe. Bon, un peu, bon, là, c'est un exemple. Dans le petit carré, là, c'est le signal. Donc, en couleur, avec un certain temps d'intégration, et puis en noir, 100 fois plus grand. Donc, le signal en vitesse, il y a 10 fois moins de bruit. Et quand on traite la variance, enfin la déviation d'Alan, si on a un pur bruit blanc théorique, à ce moment-là, comme c'est une loi de décroissance en racine, en échelle logarithmique, hein, pour le temps et la valeur, ça donne une pente de moins 1,5. Si on a des défauts comme du côté vert, il y a des remontées. Donc ça permet de calibrer, parce que c'est jamais très très facile de mettre des spécifications sur des fluctuations aléatoires. Enfin, si on veut pas être trop méchant et donner des choses qui est tout confondu. Bon, voilà aussi. Alors, sur le gyrofibre, la théorie montre que c'est équivalent, en fait. Et cependant, le gyrofibre est meilleur parce que pour la dérive long terme, c'est cette fameuse réciprocité. Il faut qu'en absence de rotation, on assure que les deux chemins soient parfaitement les mêmes. Et par définition, mon leitmotiv depuis 25 ans ou 30 ans sur le sujet, c'est qu'il y a le potentiel d'avoir 0 quand on ne tourne pas, et l'avantage de 0, c'est que ça ne dérive pas. Il y a une petite tendance en ingénierie de dire, oh, bah, s'il y a un offset, c'est pas grave, on va modéliser. Et ça, c'est pas vrai. Parce que généralement, ça bouge. Donc ça, c'était des tests. Donc, en regardant simplement la verte, qui était on a une coopération donc avec ce qui était EADS Astrium et maintenant Airbus Defence and Space depuis 2001. Et on a des gyros qui volent depuis 10 ans et qui marchent toujours là-haut. Et donc, ils avaient déterminé sur le choix de la technologie que justement le gyrofibre, donc la courbe verte, et ce qu'il y a c'est le RLG, hein, c'est le RLG qu'il y a dans les Airbus de Honeywell, donc qui est la courbe violette. Alors, au bout, là c'est en heures, donc au bout d'une dizaine d'heures, en fait, la lame se stabilise. Ça veut dire qu'on commence à avoir de la dérive. Il y avait des limites. Alors que le gyrofibre continue à descendre. Donc ça, c'était le produit. Dans le cas des satellites, il n'y a pas besoin d'accéléro, hein, parce qu'on est en apesanteur. Donc on ne mesurerait pas grand-chose. Et ça, c'est les derniers résultats d'un proto. Hein. Donc c'est la LAN d'un interféromètre. En 10 000 secondes, on descend à 15 microdegrés par heure, ce qui est quand même le millionième de la rotation terrestre. Ça commence à faire pas beaucoup. Ce qui, en stabilité interférométrique, c'est nanoradian.
Et ça correspond à des bruits au dixième de micro-radian par racine de Hertz. Donc ça colle bien, hein. 10 000 secondes, vous avez les 0,1 micro-radians ont été divisés par 100, donc on est bien au nanoradian. Je ne me suis pas trompé. Voilà, bon, les meilleurs gyrolasers en bruit, c'est au lieu de 32 en marche aléatoire, 30 microdegrés par racine d'heure, c'est 700 au mieux. Hein, c'est donc un facteur bien 20. Voilà. Et en réciprocité, si on prend le chemin, c'était 5 km, donc c'est à peu près 10 puissance 10 microns. 0,5 10 puissance 10 microns, et le nanoradian avec le micron de longueur d'onde, c'est 10-10, donc on est à 10-20. On fait 5 km et on revient à 10-20 de la distance. Moi, ça me fascine toujours. Bon, alors la différence, c'était les gyrolasers ne peuvent être qu'à hélium-néon parce qu'il y a un problème de compétition de mode, ce qui était bien caché sous le tapis. Hein. Un laser en anneau, les deux lasers ont exactement la même probabilité de laser. Donc ça ne peut pas être stable en continu. Et avec l'hélium-néon, il y a une décharge. Donc par effet Doppler, les ions amplificateurs voient des fréquences différentes dans les deux sens. Et avec le néon, en prenant un isotope 20 et l'isotope 22, on décale juste les courbes de gain pour que les deux marchent. Donc c'est très très beau, absolument fascinant. Mais cet entraînement-là, on retrouve l'entraînement de Fresnel Fizeau, mais là vraiment physique, de ça, et c'est 10 degrés par heure. Donc ils symétrisent avec deux décharges symétriques, mais une réjection de mode commun, bon, bah, ils arrivent au millième, ce qui est une réjection de 10-4, ce qui est très très fort, mais à 10-3 degrés par heure, donc 10-4 en relatif, c'est très fort, mais ça a des limites pour les applications les plus demanding. Bon, donc la réciprocité, mais là je sens qu'il faut que j'accélère. Hein, vous vous souvenez, il y a l'équation, on inverse le temps, c'est la même chose. Le principe du retour inverse. Il faut être réciprocité et monomode. Parce que la réciprocité, c'est à un mode allant dans une direction, il y a un mode qui fait exactement la même chose. Et si vous êtes monomode, vous n'avez qu'un mode. Donc ce que vous arrivez à coupler, c'est la même chose dans les deux sens. Bon, le gyrolaser est aussi monomode, hein, transverse et longitudinal. Bon, là, ça n'a pas été facile, en particulier la polarisation. Alors, il y a un excellent polariseur avec l'optique intégrée sur niobate de lithium, fameux échange protonique. Les fibres, conservation ou maintien de polarisation limitent les problèmes, mais elles ne sont pas parfaites. Et on profite beaucoup de la dépolarisation qui est amenée par la biréfringence, qui est ce qu'on appelle la PMD, hein, Polarization Mode Dispersion en télécom, une source à spectre large qui vire et moyenne beaucoup de défauts. Il y a un très très joli traitement du signal aussi. Mais bon. Donc la prochaine. Oui, Yvan, il faut y aller. Bon, ce qui a été montré, ça a été une étape très importante en 80, d'ailleurs moitié à Thomson et moitié par Ulrich, enfin fait en même temps. C'est il faut repasser, il faut revenir, l'interféromètre, il faut revenir là, par la même filtre spatial, donc en fait une fibre monomode et polariseur. Et avec ça, on assure que ça équilibre, même si le système n'est pas monomode tout le temps. Et la bonne technologie, c'est un circuit optique intégré niobate avec une jonction Y à la 4e porte n'est pas utilisable, parce qu'elle a des défauts. Et ici, donc l'Y qui n'a pas de 4e porte utilisable marche très très bien. Donc la source à spectre large, coupleur, bon maintenant on peut mettre un circulateur hein, si on veut, maintenant que ça devient raisonnable au niveau prix, détecteur et, comment je veux dire, électronique tout numérique. Il faudrait que vous finissiez en 5 minutes. 5 minutes, ouais. Alors, bah donc ça, et au niveau, les modulations des fréquences, on travaille sur le temps de transit, donc 5 microsecondes par kilomètre, donc c'est à peu près 100 kHz kilomètre, mais
en modulation carrée, donc il faut passer quelques dizaines de mégas. Donc le guide monopolarisation, quand même un clin d'œil à la Thomson, parce que le premier gyro utilisant cette configuration hybride, optique intégrée coupleur, c'est 1985 au LCR de Thomson où j'étais. Alors aujourd'hui, dans XBlue, un des gros avantages qu'on a, c'est l'intégration verticale et la maîtrise des composants. En particulier, donc ici à Lannion, ce qui était X-Fiber créé en 2006 et aussi à Besançon. Donc pour les fibres spéciales, fibre à conservation de polarisation, fibre erbium pour la source d'EP et Bragg pour filtrer. Besançon pour Photoline, créé en 2000 pour les circuits optiques intégrés, et tout a été rassemblé au sein d'XBlue à partir de 2010. Bon, pour les différents iX, X-Core, dont vous avez peut-être entendu parler, dont pour la fondation, étant la maison mère, la holding actionnaire d'Hervé-Arditi, d'XBlue. Et le site principal était à Marly-le-Roi du temps de Photonetics et après XI. Et maintenant, on a déménagé à Saint-Germain-en-Laye, à 4 km, dans la banlieue ouest de Paris. Bon, ça, les effets parasites, dont je ne vous parle pas parce que je vous ai dit que c'était parfait, donc il n'y en a pas. Non, en fait, ils ont été bien résolus, mais c'est facile, mais il y a 20 ans d'ingénierie derrière tout ça. Faut pas se leurrer, mais pour arriver à ces chiffres-là, il faut quand même une physique absolument extraordinaire. Bon, la fameuse serendipity, bon, c'est la tartine tombe toujours du bon côté. Bon, ça, c'est pour montrer une bobine. Bon, ça, c'est 5 km, c'est 90 couches de 90 tours. Et vous voyez, là, dans la loupe, c'est absolument impeccable. Bon, ça reste un art, quand même. Ce sont des bobineuses, disons, semi-automatiques. Donc, dans les produits, on a décliné dans le temps... D'abord, les moyennes performances pour le gyrocompas, en fait, qui était intermédiaire entre les produits de Newell, les produits gyro-laser, soit tactiques, soit inertiels. Puis après, on est monté en performance. On a continué sur les gammes avec des bobines de 200 mètres carrés. Maintenant, on en est pour ce qu'on appelle le M11 à un nautique sur 15 jours. Donc là, ça commence à descendre. C'est à peu près 15 microdegrés par heure. Alors après, il y a différentes applications disons, le packaging est adapté à l'application. Il n'y a pas simplement le changement de couleur entre bleu pour le naval et brun pour le terrestre en militaire. Bon, ça, c'est un clin d'œil. Notre dernier bébé, qui est encore plus compact, parce qu'on demande à être de plus en plus compact en gardant à peu près les mêmes performances, posé sur le gros M7. Donc, ce sont des bobines de 3 mètres carrés et demi contre 200 mètres carrés. Voilà, bon, voilà, je vais y arriver. Impeccable. Donc toujours le fameux solid state, donc fiabilité. D'ailleurs, pour le satellite, les sources ASE, Amplified Spontaneous Emission, Erbium, sont là-haut depuis 10 ans, elles marchent toujours. Donc on peut tenir quand même en radiation. Donc des performances étonnantes, et sur les applications en particulier navales, ça prend. Là maintenant, on est le gros acteur sur ces applications très haute performance. Et c'est un concentré de technologie absolument incroyable, mais dérivé des télécoms. On a complètement profité de ce qui s'est fait pour les télécoms, donc cette réciprocité. Donc Serendipity, il y avait la loi de Murphy, on disait que ça ne s'appliquait pas. Il a été dit dans les années 80 que ça ne s'appliquait pas au gyroscope à fibre optique. Une autre phrase que j'aime bien, alors ça c'est un bouquin sur Modern Inertial Technology à propos du gyrofibre. Nature is rarely that cooperative, et je confirme complètement. Et un peu de pub. Si vous voulez en savoir plus, donc la première édition de 93, qui avait à peu près le même design avec l'Y et tout, il n'y avait pas l'Erbium encore à l'époque. C'est le truc qui arrivait juste. Une deuxième édition, je vais faire un peu de promo. Il y a un cours d'optique guidé simple avec pas trop d'équations et beaucoup de figures. Et donc, on en avait vendu, c'est monté à 2000 exemplaires, et pendant très longtemps, c'était le meilleur produit de la boîte. Mais heureusement, maintenant, ce n'est plus le cas.
Et il y a même une édition chinoise, et là je ne l'ai pas mis par écrit, mais par oral je vais me permettre. Et avec les Chinois, comme on sait, on ne peut avoir aucun chiffre. Donc je ne sais pas combien a été vendu de l'édition chinoise. Voilà. Merci.